L'Afrique a rendez-vous à Marrakech. Radio 2M est partenaire du FLAM, le festival du film africain de Marrakech. Durant 3 jours, des écrivains, des essayistes, intellectuels, artistes sont réunis ici pour des rencontres, des débats et des moments de partage autour du livre, bien sûr, mais aussi autour de thématiques qui nous touchent tous. Ça méritait de bouleverser nos programmes sur Radio 2M. Pour un spécial depuis la Villocre, cette émission est enregistrée depuis les Étoiles de Jemaa El Fna, un centre au cœur de la Médina, un centre culturel de proximité de la Fondation Alizawa. Avec nous, de nombreux auteurs, et je les remercie vraiment de ce petit moment avec nous. Avec nous, Seynabou Sonko, bonjour. Vous avez un micro juste devant vous. Bonjour. Qui vient de terminer à l'instant un débat. Tout à fait. Elle est autrice et musicienne, elle est franco-sénégalaise. Également avec nous, l'écrivain togolais Samy Tchak, que nous avions déjà eu le plaisir de recevoir et d'accueillir sur notre antenne. C'était pour son livre « Le continent du tout et du presque rien ». Également avec nous, le philosophe sénégalais Souleymane Bachir Diane, qu'on ne présente plus. Et puis, un très grand militant culturel qui n'est ni plus ni moins que le délégué général du FLAM, Younes Ajaray. Merci infiniment à tous d'être avec nous. C'est une émission que vous pourrez suivre bien évidemment en images et à retrouver sur l'ensemble de nos réseaux sociaux. De très nombreuses nationalités africaines sont représentées ici, des personnalités du continent, mais aussi de la diaspora. Souleymane, je vais commencer avec vous, si vous le voulez bien. Vous êtes philosophe. Il y a exactement 10 ans, presque jour pour jour, en février 2014, et depuis Abidjan, en Côte d'Ivoire, Sa Majesté le Roi affirmait dans son discours que l'Afrique doit faire confiance à l'Afrique. Souleymane, est-ce que l'Afrique aujourd'hui se fait enfin confiance? Est-ce que l'Afrique est enfin décomplexée? J'ai envie de dire que les choses vont dans cette direction-là, mais elles y vont qu'à un quart. C'est-à-dire que la direction qui avait été ainsi indiquée par Sa Majesté, l'idée que l'Afrique devait arrêter avec son extraversion qui faisait que chaque État-nation africain était articulé verticalement, pour ainsi dire, à la mondialisation, en général d'ailleurs à travers l'ancienne puissance coloniale, eh bien, l'Afrique est en train de mettre fin à ce type d'extraversion. Mais il est bien évident que si on regarde les crises qui se produisent à l'heure où nous parlons sur notre continent, ce n'est pas gagné. Ça veut dire que si la direction est bien celle-là, celle qu'avait indiqué Sa Majesté ce jour-là, il y a des retours en arrière, il y a des obstacles qui se présentent sur ce chemin-là. Mais ce qui me rend optimiste, la raison pour laquelle je vous réponds un oui, qui n'est peut-être pas franc et massif, mais qui est quand même assez ferme, c'est que tout le monde est convaincu que cette direction-là, c'est celle que l'on doit prendre. Et l'un dans l'autre, je crois que la construction est en train de se faire. Le lien, le ciment économique qui va lier ensemble les États est en train de se mettre en place. Et la conviction pénètre les jeunes africains, parce que c'est là que ça se joue également. On va en parler de cette jeunesse. Qu'en effet, ce continent, il leur appartient de le construire et de le construire comme un continent. Seynabou Sonko, quel est votre, si je peux me permettre, vous vivez entre 2 continents, quel est votre regard sur l'Afrique d'aujourd'hui? Je rejoins les propos que Souleymane Bachir Diagne vient d'énoncer. Je suis assez optimiste et je pense que de ma position, en tout cas, je peux observer que justement les jeunes issus de la diaspora ont le regard tourné vers ce continent, ce qui n'était pas le cas, j'ai l'impression, en tout cas, il y a quelques années, où les États-Unis, en tout cas moi, les références littéraires, mes premières références littéraires étaient tournées notamment vers les États-Unis. Et aujourd'hui, je crois que le regard est en train de changer vers les États-Unis d'Afrique, tout à fait. Donc, je suis tout aussi optimiste que Souleymane sur
sur l'effervescence et sur l'effervescence africaine. Ouais. Samy Tchak, je vais vous poser une question pas très facile. Si vous deviez présenter l'Afrique à notre jeunesse, à nos enfants, quels seraient les mots que vous utiliseriez? Je commencerai par être cohérent avec moi-même. Si j'ai écrit un livre pour dénoncer tout discours qui dit l'Afrique, parce que c'est cette simplification aussi qui nous permet des discours que nous voudrions rassurants ou pessimistes, sans nuance. Pour moi, ce n'est pas aussi simple que ça de faire d'un continent un objet globalisant de discours. On ne le dit pas aussi facilement de l'Asie, ni de l'Amérique, ni de l'Europe. Hein. Je ne pourrais pas présenter en quelques mots un discours sur l'Afrique qui permette aux jeunes de savoir que en Tunisie, quand j'étais en Tunisie, on pouvait exporter des Africains pour les laisser dans le désert. Je ne peux pas leur dire en un mot quand même quelque chose qui nous permettrait de dire qu'au moment où nous sommes en train de dire peut-être les choses changent, le Burkina Faso, le Niger et le Mali viennent de sortir de la CEDEAO, je ne pourrais pas leur dire que moi, vivant en France avec un passeport français, je ne peux pas rentrer au Mali le 21 février parce que les Français n'ont pas le droit de rentrer au Mali et que même Togolais, je ne peux pas. Donc, je préfère quand même, quand on parle du continent, peut-être être modeste pour dire ce que je peux dire. À partir de mon observation du Maroc, ne recoupe pas la réalité en Afrique du Sud où un immigré africain peut être en danger quand il y a des crises. Donc je ne peux pas. Et je ne peux pas non plus dire à un jeune que tout va bien quand, alors que nous, les pères, j'ai un fils de 37 ans, nous avons à un moment lutté pour qu'il y ait des démocraties. Nous avons nos enfants dans certains pays qui sortent pour soutenir des coups d'État. Non, je ne peux pas. C'est un petit peu la volonté de tout ça qui se réunit ici, Younes. De quelle Afrique vous avez envie que l'on parle aux Flammes? D'abord qu'on parle de l'Afrique de la littérature, de l'Afrique des littératures. Parce que même, et je suis absolument d'accord avec ce que vient de dire Samy, l'Afrique est plurielle. On ne peut pas parler d'Afrique au singulier. Et donc, même, y compris en termes de littérature, il n'existe pas. La littérature africaine n'existe pas. Il y a des littératures africaines, il y a des écrivains africains, bien évidemment, et il faut revenir à cette simple réalité. Donc d'abord, le Flamme a envie de parler de ces réalités-là, de ces réalités dans leur diversité, de la réalité des écrivains avec leurs imaginaires qui leur est personnel, avec peut-être effectivement dans cette diversité et dans cette pluralité, un certain nombre de choses communes, puisqu'on a une histoire commune, bien évidemment. Nous sommes sur une géographie commune. Certains disent on a un destin commun. Encore faut-il voir de quoi il sera fait. Mais ce qui est certain, c'est que, voilà, d'ailleurs, il y a une table ronde dans la programmation qui s'intitule comme ça, notre diversité et nos communs. Donc c'est quelque chose qu'on souligne particulièrement. Mais je pense, pour revenir à ce que disait aussi Souleymane tout à l'heure, je pense que, voilà, c'est une réponse normande et ça me convient parfaitement. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y a un certain nombre de choses qui avancent, c'est certain. Il y a un certain nombre de choses qui reculent. Mais je pense que ce qui avance le mieux et ce qui permet peut-être aussi d'entrevoir un avenir un peu plus gai, si j'ose dire, je pense que ce sont les écrits précisément. Ce sont les écrits des romanciers, ce sont les écrits des créateurs, ce sont les arts plastiques aussi, c'est le cinéma. La culture en général. La culture en général, je pense, d'abord rapproche les peuples, donc on est un peu moins centré sur ces drames dont parlait Samy, effectivement, que ce soit l'exemple tunisien, des choses qui se passent chez nous, qui ne sont pas très belles non plus, hein, ou qui se passent effectivement entre voisins ailleurs, dans le continent, où effectivement
voilà, les putsch, Mais je pense qu'avec les écrivains, on peut imaginer d'avancer sur des choses beaucoup plus prometteuses. Et c'est ce qu'on essaie de faire à travers ce festival. Souleymane, nous avons la population la plus jeune du monde en Afrique. Au vu de l'actualité, nous parlons le plus souvent d'une Afrique déchirée, d'une Afrique qui saigne. Vous avez fait référence tout à l'heure à quelques événements également qui se passent sur nos continents. Comment arriver encore, je suis désolée d'insister, mais c'est important aussi les messages que nous transmettons à notre jeunesse, le fait que ce festival se tienne dans un endroit populaire ici, un endroit populaire, culturel. Comment redonner l'espoir à cette jeunesse pour aller tenter de traverser, bien évidemment, il y a les enjeux politico-économiques, pour lui donner un semblant d'espoir et ne pas se diriger vers cette Méditerranée. Parce que nos messages sont importants. Nos messages sont importants et il faut bien que nous soyons réalistes, que nous voyions la réalité de notre continent telle qu'elle est. Voir la réalité, ça consiste devant un verre à le voir ou à moitié vide ou à moitié plein. Et deux manières de parler de l'Afrique sont toutes les deux vraies ensemble. Une manière qui consiste à énumérer tout ce qui ne va pas. Elle est réelle, il faut tenir ce langage-là parce que c'est un langage de vérité. Une autre manière qui est la manière des prospectivistes, de voir les germes de changement et de les projeter dans le futur, en sachant que le futur n'est pas ce qui va fatalement arriver, mais ce que tous ensemble, nous allons faire. Et cela est important. Par conséquent, le langage que l'on tient à notre jeunesse, c'est le langage du faire. Voici ce qu'il est important pour vous de faire, non pas ce que nous allons faire pour vous, mais ce que vous allez faire et la construction qui vous appelle, l'action qui vous appelle, la manière dont vous devez peut-être projeter d'une manière quasiment volontariste une certaine image de l'Afrique, et c'est cette image, c'est ce scénario qui va vous dicter les actions à entreprendre aujourd'hui. Il ne faut pas que notre capacité d'initiative soit prisonnière des pesanteurs du passé. Et c'est la leçon, vous savez, que portait un grand Africain. Césaire disait que la pire crise qui soit, c'est la crise de l'initiative. À force de réciter toutes les calamités que nous pouvons traverser, nous en arrivons à un moment donné à quasiment boire toute énergie créatrice possible. Or, cette jeunesse qui estime que son avenir est ailleurs, c'est terrifiant, c'est épouvantable. On ne peut pas imaginer désastre plus grand pour un continent comme le nôtre que l'idée que notre jeunesse est orientée vers l'extérieur et estime que c'est seulement vers l'extérieur que son avenir se trouve. Il est de la responsabilité des générations actuelles, pensant aux générations futures, de faire en sorte qu'au contraire, notre jeunesse ait le sentiment qu'il y a ici des frontières à conquérir à l'intérieur du continent. Réaliser l'unité africaine, ce rêve des pères fondateurs du panafricanisme, cela ne va pas de soi. Plus personne ne peut avoir le type de volontarisme de Nkrumah. Nkrumah disait « Africa must unite ». Oui, eh bien oui, mais une fois qu'on a dit cela, qu'est-ce qu'on fait des 54 pays que nous avons aujourd'hui avec les problèmes que nous connaissons, etc. Eh bien, le mot d'ordre demeure. Mais ce mot d'ordre, il faut pouvoir le remplir. L'Afrique vient de mettre en place une zone de libre-échange. Il y a loin de la coupe aux lèvres, c'est-à-dire qu'on peut avoir un scepticisme profond en se disant « est-ce que ça va véritablement marcher? Est-ce que les échanges entre les pays africains sont à un niveau tel qu'on puisse imaginer en effet qu'un marché commun de cette nature marche ?» Oui, d'une certaine façon. Et nous parlions tout à l'heure du Maroc. Aujourd'hui, la présence financière marocaine est importante dans les pays africains.
Je suis bien placé au Sénégal pour savoir, par exemple, ce que signifie aujourd'hui la présence des banques marocaines dans le développement du Sénégal. Voilà un germe de changement. Voilà une manière que l'Afrique a de se tourner vers elle-même, de se construire. Ceci n'est peut-être pas encore visible et ne donne pas encore tous les résultats escomptés auprès des jeunes, mais l'avenir est là. Et donc, il y a une conviction à partager avec cette jeunesse-là pour leur dire que les défis sont absolument énormes, sont absolument terrifiants, mais il est de notre devoir, de toute façon, de réaliser cette unité qui doit être la nôtre. Cela n'ira pas de soi, mais c'est l'œuvre qui leur est aujourd'hui offerte. Cette jeunesse va être la jeunesse la plus nombreuse dans moins de 2 générations dans le monde. Ça veut dire que c'est aussi une chance. Et cela, il faut que nous le voyions ainsi. Pour l'instant, cette jeunesse, c'est un problème. Il faut pouvoir l'éduquer. Il faut former des maîtres pour les mettre devant cette jeunesse, justement. Il faut construire des classes. Il faut leur trouver des emplois. Il faut les empêcher d'aller s'abîmer en mer Méditerranée ou de finir au fond de l'océan Atlantique. Mais par ailleurs, la seule vraie richesse humaine, c'est l'humain lui-même. Et la richesse d'une humanité jeune, elle se trouvera sur notre continent, à la condition que ce soit une jeunesse bien formée également. Seynabou Sonko, est-ce que notre richesse avant tout, parce que nous avons quand même une richesse culturelle tellement diversifiée sur notre continent à travers les différents pays, d'ailleurs on le découvre ici avec tous les auteurs qui sont présents, cette chance culturelle, est-ce que nous la partageons suffisamment? Est-ce que, par exemple, ce flamme auquel vous assistez, vous vous dites que c'est une chance déjà de vous rencontrer les uns les autres? Et est-ce qu'il ne faudrait pas encore davantage donner davantage la parole à nos intellectuels? Un jeune ce matin nous a dit « Moi, je suis venu ici pour écouter justement les intellectuels parce qu'ils me parlent, et les auteurs parce que ça me parle beaucoup plus que les politiques. » Alors, je pense que c'est en effet une formidable initiative que ce festival qui permet à la fois à des auteurs africains de tout le continent de se rencontrer et qui ne se seraient peut-être pas rencontrés sans ce festival. Ensuite, j'ai également le sentiment que les discours sur l'Afrique et la jeunesse africaine abondent et que c'est des discours qui sonnent à la fois creux dans mes oreilles, mais aussi des discours que j'entends depuis des dizaines, voire des vingtaines d'années. Et que c'est évidemment une urgence pour l'Afrique de se regarder elle-même et de se concentrer sur ses propres enjeux. Mais je me demande aussi si, avant justement de se concentrer sur ses propres enjeux, il n'y a pas un détachement du joug colonial français qui est encore à opérer. Aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est pas que cette question-là, que cette question coloniale n'est pas tout à fait réglée. Vous pensez qu'elle pèse encore sur les sociétés ? Qu'elle pèse encore de ma position, même si c'est un terme que je n'affectionne pas particulièrement. Justement, le fait de pouvoir observer des deux côtés me laisse penser que l'Europe a encore un poids très, très, très présent. Alors, je n'ai pas de solution dans l'immédiat pour y remédier, mais je pense que ces deux mouvements peuvent s'opérer en même temps et qu'il n'y a pas seulement une seule marche à suivre, mais que peut-être que la marche à suivre va s'opérer et peut-être doit s'opérer dans les deux sens pour enfin que le détachement s'opère. Mais justement, est-ce qu'il peut s'opérer à travers la culture? Vous êtes également dans le domaine de la musique. On sait la force que ça peut avoir, juste un morceau et les quelques mots sur des notes de musique, comme leur force sur les livres. Aujourd'hui, on nous dit que la jeunesse lit moins, n'empêche qu'à chaque fois qu'il y a un événement littéraire ou des festivals, et vous en assistez quand même à pas mal, on a vu Souleymane tout à l'heure dans les rues de Marrakech se faire arrêter par des jeunes, pas arrêter menottés, je vous rassure, mais arrêter juste pour être pris en photo. On voit leur fierté. Et à travers la musique et à travers les livres, est-ce que
vous avez envie justement de parler de cette Afrique? Oui, moi j'en parle comme je peux. Après, c'est pas tellement une fin en soi pour moi de parler à tout prix du continent africain. Je pense que à l'heure de la mondialisation, un Africain peut tout à fait s'emparer d'une histoire qui se passe en Inde et que c'est tout aussi à son honneur de le faire. Moi, je crois en la circulation des idées et que ça permettra justement au continent de s'inscrire dans l'histoire mondiale des lettres ou dans d'autres domaines également. Samy Tchak, la culture comme levier économique à plusieurs termes dans ces différentes phases, mais un en particulier, nous on le vit au Maroc, on voit que de plus en plus les événements culturels boostent notre tourisme. C'est-à-dire que des touristes vont venir pour un festival de musique, pour un festival culturel, quel qu'il soit. Ça, c'est un petit peu nouveau aussi chez nous. Est-ce que ça l'est dans votre pays également? Non, le Togo, non. C'est vrai que nous n'avons pas les moyens du Maroc, parce que c'est vrai, le Maroc, je ne sais pas si, je ne connais pas tous les pays africains. Je suis allé dans au moins 25 pays africains pour des événements littéraires, dont l'Afrique du Sud, le Sénégal, c'est presque chez moi. Je ne connais pas un pays africain qui puisse réunir autant d'écrivains et d'écrivains africains plusieurs fois dans l'année. Parce que, c'est vrai, nous étions à Tanger, mais avant d'arriver à Tanger, moi j'étais à Rabat. En avril, je serai à Oujda. Eh bien, c'est quand même le seul pays, à ma connaissance, où on a autant de festivals où les Africains se retrouvent quand même souvent dans le catalogue du FLAM. Hein. Miyakuto souligne cette réalité-là. Malheureusement, nous ne nous connaissons pas tant que ça parce qu'il n'y a pas autant d'événements qui permettraient aux gens de se connaître. Moi, quand je vais en Afrique du Sud, il m'est arrivé à Durban de me rendre compte quand même que quand nous sommes entre nous, c'est l'Afrique, la France, l'Afrique, la France, parce que nous sommes une minorité visible sur le continent africain, c'est-à-dire les anciennes colonies françaises, nous avons l'impression que nous sommes l'Afrique. Quand nous sommes dans l'essentiel de l'Afrique qui est anglophone, ils nous regardent comme des gens tombés de quelque part. Ils ne nous connaissent pas puisque nous ne comptons pas. Les anglophones sont l'Afrique. C'est quand même l'Afrique est anglophone, pas la France. La France ne domine pas le monde africain dominant de l'Afrique du Sud, le Nigeria, le Zimbabwe, la Tanzanie. Nous ne sommes qu'une minorité. Et moi, je me souviens l'année où j'avais rencontré Abdul Razak Gourna à Durban avec André Brink et tout. C'est vrai. Moi, je l'ai lu avant d'arriver là. Je cite quand même mes amis qui sont les plus connus. Alema Bankou, sorry, je ne connais pas. Je ne connais pas. Ce n'est pas en disant, s'ils sont traduits, je vais prendre ce que ça ne l'intéressait même pas. Et ça, à un moment, il faudrait qu'on trouve autant de moyens comme vous le faites pour que nous nous connaissions d'abord au-delà des cloisons qui me semblent encore plus importantes que les frontières terrestres, les cloisons des langues. Et quand on parviendrait à casser ces cloisons-là, on pourrait penser que la culture ferait quelque chose. Et ces cloisons, elles ne devraient pas être réduites aux festivals qui se font. Il faudrait qu'il y ait une chose que Suleiman dit souvent, mais quand tu le dis, nous ne l'appliquons pas à l'Afrique. Tu parles de la traduction. Pourquoi les auteurs africains ne sont pas traduits sur le continent africain? Pourquoi faut-il que, si moi je publie en France, il faut qu'un Anglais me traduise en Europe pour qu'un Anglais puisse me lire en Afrique, sur le continent africain chez les anglophones? Pourquoi un éditeur nigérien ne peut pas me traduire pour que sur le continent on me lise? Pourquoi Miyakuto, que moi je lis depuis longtemps, j'ai même fait des articles sur l'accordeur des silences de Miyakuto. Pourquoi Miyakuto ne peut pas être traduit sur le continent africain pour qu'on le lise au Togo? Miyakuto est un auteur qui chaque année est cité comme nobelisable. Combien d'auteurs qui écrivent africains le connaissent même? Combien l'ont lu? Donc la culture, on peut la globaliser. Encore faut-il qu'à un moment, nous ayons un destin culturel
dans sa diversité, sa pluralité, mais qui soit en communication enrichissante sans que nous ne puissions vivre à travers l'Europe ou l'Amérique. Mais qu'est-ce qui bloque alors? Ce sont les moyens financiers? Non, ce ne sont pas les moyens financiers. Je pense que ce sont les initiatives. C'est la volonté? Ah ben, si c'était les moyens financiers, ben, ce serait plus simple. Je pense quand même que c'est vraiment une tradition de circularité de nos imaginaires qui manque. Un éditeur nigérien ne peut pas me dire que ça lui coûte très cher de traduire un auteur français. Hein. Alors pourquoi il ne le fait pas? Il ne le fait pas parce que ça ne lui vient même pas à l'esprit et qu'il faut qu'à un moment, des gens créent ces habitudes-là, ces traditions-là. Donc, j'en viens à partir de là à la jeunesse. Moi, je n'ai jamais considéré que le fait que le continent africain soit le continent avec la plus grosse jeunesse soit une chance. Je considère même ça comme un de nos dangers. Pourquoi je dis ça? Je dis ça dans la mesure où il est du destin des nations de se retrouver très facilement avec une génération entière sacrifiée. Malheureusement, nous avons des jeunes. Si nous, qui sommes leurs parents, ratons, et nous l'avons déjà fait, nous avons déjà raté quand même des choses, ils sont sacrifiés. Toute une génération. Or, ils représentent plus de 50%. On rate quand même le destin de ceux qui ont 25 ans aujourd'hui. On a quand même sur un continent plus de 50% de gosses qui pourraient être sacrifiés. Parce que la responsabilité des adultes que nous sommes, des parents que nous sommes, elle est notre responsabilité à tous, hein, on est d'accord. Ah oui. C'est-à-dire, quelque part, quand je vois tout ce qui se passe je me dis, est-ce qu'on va continuer comme ça, à jouer avec le destin de nos enfants? Parce que c'est leur destin. Nous, quel que soit ce qui va nous arriver, on peut dire, nous avons plus ou moins réussi notre vie. Mais est-ce qu'on va quand même continuer à sacrifier le destin de ces jeunes-là? Il faudrait qu'à un moment, peut-être. Mais que pouvons-nous faire? Moi, je leur demanderais une chose à un moment, une chose qui ne devrait même pas être symbolique, qui devrait être plus que symbolique. Est-ce qu'il faudrait qu'ils continuent à nous écouter pour que nous leur disions ce que le continent africain devrait être? Il faudrait qu'ils en finissent avec nous pour construire leur Afrique. Moi, je pense quand même qu'à un moment, s'ils continuent à attendre de nous ce qui devrait les sauver, mais si c'était une chose faisable, nous l'aurions fait. Si nous ne l'avons pas fait, c'est que nous avons échoué. Il n'est pas impossible qu'ils comprennent que le monde dans lequel nous vivons est un monde où, quand même, si on prend les exemples les plus connus des économies et des visions du monde qu'on dit disruptives, ont été possibles. On peut à partir de rien changer le monde. Il faudrait qu'ils aient des initiatives disruptives, qu'à un moment, tout ce qu'on croit que ça va être une fatalité, ceci, ils fassent mentir ça et des choses qu'on n'attendait pas surgissent par eux. Je pense que s'il y a une chose que moi je souhaite le plus, c'est que cette jeunesse-là m'apprenne quelque chose pour que moi je m'en aille avec ces leçons, puisque pour moi, c'est déjà fini, je ne suis pas sûr que je pourrais faire quelque chose pour eux. La solution, c'est eux. Oui, il faut que la jeunesse comprenne qu'elle peut changer ce continent. Franchement, elle a les moyens, qu'elle soit pauvre, riche. On est dans un monde où les autres ont inventé ou mis en place des éléments qu'on doit cesser de dire occidentaux. Pour moi, il y a un héritage mondial. D'où que vienne une invention, elle nous appartient à tous. C'est à nous de la rendre quand même conforme à nos réalités pour la détourner. Elle peut venir des Chinois ou des Américains. Je m'en fous. Ce qu'on pourrait en faire au Maroc appartiendrait au Maroc. Il faut que la jeunesse sache qu'il y a des éléments, des outils qui lui permettraient de changer ce continent et puis de se dire, nos parents ne vont pas continuer à nous sacrifier, nous. Younes, je disais en introduction que vous étiez un militant culturel depuis de très nombreuses années. Vous bougez beaucoup, vous voyagez, vous assistez à de nombreux festivals, et pas seulement d'ailleurs sur l'écriture ou les livres. Quand vous entendez justement Souleymane, Samy, également ce qui a été dit, parce qu'elle a raison, elle s'affirme en tant que citoyenne du monde avant d'être africaine, ce que nous sommes également. C'est essentiel d'avoir ce discours aussi totalement décomplexé. Je ne peux pas parler, et je ne veux pas parler que de cette Afrique, mais de ma place dans le monde d'aujourd'hui. Et moi, je vous pose la question, parce qu'on a vu plusieurs pays là, je vais vous poser la question sur notre jeunesse marocaine.
Non, moi, sincèrement, je suis très sensible à ce qu'a dit Seynabou, parce que d'abord, c'est elle qui représente la jeunesse parmi nous. Oui, tout à fait. Et ensuite, une très très belle jeunesse, créative, qui prend des initiatives, qui se libère aussi d'un passé qui ne passe Exactement. pas d'une certaine manière, qui trace des perspectives, qui se mondialise au sens plutôt intéressant du terme et plutôt important. Et qui correspond à ce que dit Souleymane tout à l'heure. Regardez le verre à moitié vide ou à moitié plein. Donc, c'est vrai que pour moi, c'est quelque chose qui est quand même porteur d'avenir et porteur d'espoir. Samy est un peu pessimiste quand même par rapport à notre devenir. Il a raison, c'est le verre à moitié vide. Mais je pense qu'il y a quand même des notes d'espoir. Non, moi, par rapport à la jeunesse marocaine, sincèrement, enfin, tu l'as dit, moi, mon credo, si je fais ce métier, c'est juste pour ça. Voilà. Sincèrement, pour moi, les festivals, salons du livre ou Oui, mais il autres. n'empêche que ici, que ce soit même au niveau du Flamme, vous avez tenu Mais c'est à ce qu'il exactement y ait ça. cette C'est-à-dire que rencontre pour avec moi, cette le plus jeunesse, intéressant, à bien sûr. emmener les auteurs à la Mais bien rencontre sûr. des lycéens, des collégiens, qu'ils Moi, pour soient moi, en contact. le plus important dans ce métier, pour moi, encore une fois, organiser des salons du livre ou des festivals ou des expos ou autres, bien évidemment, je sais faire. Il y a un public qui est un public presque prom- pérempté, si j'ose dire. Et voilà, un public de connaisseurs, une espèce d'entre-soi tranquille qu'on entretient d'une certaine manière. Mais c'est pas ça le plus intéressant. C'est facile à faire ça d'une certaine manière. Mais ce qui est plus important, et c'est là le challenge, c'est là l'enjeu à proprement parler, c'est comment aller vers cette jeunesse. Et c'est Nabou comme Samy ont été ce matin en compagnie d'une centaine de jeunes, chacun avec un petit groupe d'entre eux, autour d'un repas, d'un petit déjeuner, et on va en recevoir 400 comme ça. Ça veut dire 400 gamins qui vont venir se frotter à un auteur ou une autrice pendant un petit déjeuner convivial, tranquille, sans prise de tête ni quoi que ce soit. On a travaillé avec plus de 30 lycées, collèges, établissements d'enseignement supérieur, les deux universités, Qadi Ayyad et Ben Guelil, pour envoyer une trentaine de nos invités, précisément auteurs, pour aller parler à ces publics-là, au public jeune. Et ce faisant, en même temps, il y a un travail, il y a une découverte, il y a le plaisir d'entendre, d'écouter, d'échanger avec un écrivain. Moi, on m'aurait dit ça quand j'étais gamin. Je me serais pas. Enfin, pendant 3 semaines, je pense que j'aurais sauté au plafond. Parce que malheureusement, moi, j'ai jamais rencontré un auteur dans mon établissement. Je suis désolé, c'est comme ça. Maintenant, on le permet. Et maintenant, il y a des choses qui se font. Mais c'est extraordinaire. Et si on pouvait provoquer une seule vocation dans tout ça, ou deux, le pari est gagné, bien évidemment. Et au-delà de ça, il y a ce travail effectivement de promotion de la lecture et de l'écriture par des masterclass, par des ateliers d'écriture, par ces petits déjeuners dont on a parlé tout à l'heure. On a lancé cette histoire de dictée géante, par exemple, pendant le festival, qui va rassembler 3000 personnes, qui va rassembler des jeunes et des moins jeunes. Et plus de 1000 jeunes ont travaillé sur les textes qui vont faire l'objet de la dictée en arabe, un autre texte qui fait l'objet de la dictée en français et un troisième qui fait l'objet de la dictée en anglais. Et puis j'ai imposé un thème qui est Mon Afrique à moi. Mon Afrique à moi. C'est pas par hasard, évidemment. C'est pas parce que simplement on est au Festival du livre africain de Marrakech. C'est aussi pour pousser ce millier de jeunes et leurs familles à réfléchir sur la relation à l'autre, à mon voisin, à mon continental. Et on sait qu'on a une relation compliquée. Le sud par rapport au nord, le nord par rapport au sud, etc. etc. Donc travailler sur ces préjugés-là, sur ces choses dont on ne veut pas parler, on peut le faire à travers
le message Complètement, précisément complètement. artistique, Oui, tout à culturel, fait. la littérature, etc. C'est le plus important à mon avis. Sénabou, dans cette rencontre que vous avez eue avec les jeunes, ils vous ont demandé quoi, si on peut tout savoir, si on peut être indiscret? Ah. Quelles sont les questions qui sont revenues le plus? C'est allé dans tous les sens, mais Parce dans- qu'ils n'ont rien à voir avec nous, hein, les journalistes. Hein. On ne C'était, pose pas la même question et quelquefois elles sont d'une pertinence. Quelquefois, ça c'était surtout déstabilise. sur mon parcours. J'ai l'impression que Votre histoire à vous, les jeunes sont assez donc pour mieux curieux vous connaître. du parcours, d'écriture, mais je pense on mesurera l'impact de ce qui est en train de se jouer en fait maintenant, peut-être que dans une dizaine ou vingtaine d'années, et tout ce travail de transmission qui est en train de se faire. Et j'irai pas jusqu'à dire, jusqu'à être pessimiste comme tu peux l'être, Samy, en disant que les aînés ont échoué. Je pense pas du tout que c'est le cas. C'est une transmission qui est en cours et qui est en train de se faire, et que ceux qui vont arriver après nous, après moi, notamment, je m'inclus vont continuer à échouer, mais peut-être en mieux. Voilà, je pense que ça va être une succession d'échecs au fil du temps, et qu'il faut peut-être justement laisser le temps s'installer entre ce qui est en train de prendre place aujourd'hui et ce qui va devenir de demain. Dans les questions des jeunes que vous avez eues ce matin, vous avez dit qu'ils vous avaient interrogé sur votre parcours, peut-être sur la volonté, votre première volonté d'écrire. Moi, je leur ai expliqué justement que la littérature n'a jamais été une fin en soi pour moi, et que j'ai commencé à écrire des chansons. Et je me suis retrouvée très vite à l'étroit dans ces chansons-là, et que mon désir de raconter des histoires débordait. Je ne réduis pas du tout l'écriture à la littérature, mais à la musique également, à l'écriture de scénarios, à la parole, aux histoires qu'on peut se raconter également oralement. Je pense que ça passe aussi. En tout cas, il y a un vrai désir, un retour vers l'oralité, en tant qu'imaginaire, mais pas seulement. En tout cas, moi, je prends le soin, en écrivant, d'entendre d'abord la voix de mes personnages. Ça vient aussi de ma pratique de la musique notamment, mais voilà, de faire en sorte que l'écriture, quelle qu'elle soit, ne soit jamais figée et toujours en mouvement. Moi, en tout cas, c'est ce que j'ai essayé de leur transmettre ce matin. Le mot de la fin, je vous le donne bien évidemment à vous, Souleymane, pour l'ensemble de nos éditeurs qui nous écoutent ici au Maroc, mais grâce aux nouvelles technologies, Internet, et qui voyagent à travers le monde. Si vous aviez un petit message à nous transmettre à tous. Écoutez, s'il ne fallait qu'un seul mot, ce serait un mot pour dire merci. Remercier ce public, parce que Samy parlait tout à l'heure de la chance énorme qui est la nôtre lorsque nous venons ici au Maroc, de voir une terre où autant de festivals du livre peuvent fleurir. Mais les voir fleurir avec le public nombreux et attentif qui est là. Le public qui est venu pour voir des imaginaires du continent se marier, dialoguer ensemble, être en conversation. Parce que c'est de cette manière que nous allons construire notre continent. Vous avez un attachement particulier au public marocain, parce que vous en parlez régulièrement, en fait, à chaque fois que vous êtes de passage, et on sent votre attachement au Maroc. Mais parce que je l'ai toujours senti, ce public, chaque fois que je me suis exprimé en public devant une audience marocaine. La connivence qui s'installe, et je me souviens que ça a été une surprise pour moi la toute première fois où j'ai eu la chance de venir au Maroc et de m'adresser à une audience marocaine. Et cette connivence, je l'ai vue se répéter toutes les fois. Et aujourd'hui, où d'une certaine façon, le Maroc est devenu à bien des égards mon second pays, le fait que la classe intellectuelle marocaine
m'a fait confiance pour me demander de la rejoindre dans l'Académie royale du Maroc. C'est quelque chose d'énorme pour moi. C'est quelque chose d'énorme pour moi. Et ça me semble être la meilleure traduction de cette connivence que j'ai toujours eue, je crois, avec la communauté intellectuelle marocaine. Et c'est la raison pour laquelle, sans démagogie aucune, je la salue à chaque fois et je tiens à faire à chaque fois ce coup de chapeau. Il a donc déclaré sa flamme voilà. Au Maroc, Younes Senabou Soko, que vous retrouverez bien évidemment aux Flammes, autrice, musicienne. Donc, avec nous, il y avait bien évidemment l'écrivain togolais Samy Tchak, qu'on aura le plaisir de retrouver très très prochainement puisqu'il sera au festival de Oujda, et Souleymane Bachir Diane. Un grand merci à vous tous. Merci à celui qui nous accueille, et Younes Ajaray, pour ce fabuleux Flamme. Première fois que j'y participe. Et pas la dernière. Merci infiniment à vous de nous avoir suivis. Je vous rappelle que l'émission est à retrouver durant tout ce week-end sur l'ensemble de nos réseaux sociaux. Je vous donne rendez-vous dès lundi pour un Faites entrer l'invité un peu particulier sur la place des femmes. À ciao!